Hello, ma chère communauté de parents protecteurs. Je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée avec un épisode un peu différent. Un épisode témoignage avec Mathilde Vareit. Avant que je ne vous en dise plus, n'hésitez pas à vous abonner, que vous soyez sur YouTube ou Spotify. C'est hyper important, ça m'aide à faire vivre le podcast et vous serez certain de ne manquer aucun des nouveaux épisodes. Et puis, ça donne plus de visibilité au podcast et au combat pour la protection de l'enfance. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et je vous remercie pour ça. Passons à mon invité. Dans ma pratique, je me suis retrouvée à attirer des adultes ayant vécu dans l'enfance de l'inceste fraternel. Mon ressenti est que ce type de traumatisme brouille les pistes de l'amour. Comment en vouloir à un enfant son propre frère dans cette même personne qui est le refuge, le rempart d'une famille toxique, parce que pour en arriver là, il doit bien y avoir une toxicité infusée ou un schéma familial, des circonstances qui mènent à l'innommable dans l'innommable. Justement, j'étais assez curieuse de comprendre comment on en arrive à de telles situations. Et puis j'ai rencontré Mathilde, survivante d'inceste et d'agression sexuelle dans son enfance, membre du Brave Movement et adhérente à Move Enfant. Via son compte Instagram, Agression textuelle, elle travaille à mettre des mots sur son vécu. Et les mots, elle les manie formidablement bien pour raconter son vécu et son chemin de guérison. Et je pense que ce n'est pas un hasard, parce qu'elle a lu, parce qu'elle a travaillé toutes les parts d'elle qui ont vécu ce traumatisme, qu'elle a pris de la distance avec, qu'elle est capable de mettre les mots justes. Dans cet épisode, on parle du climat incestuel qui mène à l'inceste fraternel, des conséquences physiques, relationnelles, professionnelles, psychologiques, de guérir des traumatismes engendrés, de se détacher de sa famille toxique, du droit d'en parler, de la dimension systémique de ce type d'agression et des conseils aux parents protecteurs. Mathilde est un modèle de résilience. J'espère que comprendre son chemin de guérison vous donnera plus d'espoir pour mener le vôtre et protéger votre enfant. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour Myriam. Alors Mathilde, tu es la créatrice du compte Instagram Agression textuelle et tu es également membre du Brave Movement, un mouvement mondial de survivants et survivantes qui cherche à mettre fin aux violences sexuelles contre les enfants. Est-ce que tu peux commencer par nous décrire l'objectif de ton compte et de ton engagement? Oui, d'abord je vais te remercier de m'accueillir et de me permettre de m'exprimer, effectivement, de me présenter. J'ai créé le compte Agression textuelle qui joue avec des débuts de romans ou de poèmes, ce qu'on appelle les incipits. Quand l'incipit bascule, c'est le principe de partir d'un texte très très connu depuis longtemps dans la littérature, et ensuite de changer le texte pour représenter une réalité d'une violence familiale, conjugale. L'idée, c'est vraiment de faire un concept engagé pour exprimer des choses, pour mettre en lumière justement ces violences-là. Et en arrière de ça, mon objectif, c'est vraiment de pousser un sujet en particulier qui me touche plus personnellement, ce qui est l'inceste. Avec un tabou dans le tabou qui est l'inceste dans la fratrie, et les conséquences de l'inceste, dont en particulier les troubles dissociatifs qu'on voit très souvent dans les traumas complexes, dont le trouble dissociatif de l'identité, dont je suis guérie aujourd'hui, mais qui est aussi un gros tabou et très très mal connu, très très mal perçu, notamment à cause du cinéma, par exemple. Voilà. Alors, comme tu abordes directement le sujet, est-ce que tu veux bien nous partager ton vécu par rapport à cet inceste fraternel que tu as vécu? Ouais, bah, c'est-à-dire que moi je viens d'une famille qui a beaucoup d'histoires,
caché, beaucoup de tabous, comme souvent dans beaucoup de familles, malheureusement, hein. On retrouve du transgénérationnel, mais pas complètement dit, des violences des deux côtés, associées à ça, des absences, des abandons, euh, la présence du père à plein de moments qui est problématique dans ma famille, du côté de ma mère, du côté de mon père, et qui génère finalement comme une explosion à mon niveau, au niveau de ma génération, euh, à partir d'un climat incestuel. On a clairement beaucoup de nudité, notamment de ma mère, beaucoup de comme une normalisation de parler de sexualité, de considérer les enfants comme des gens à qui on peut parler, comme à des adultes, on peut se confier sur sa sexualité, par exemple. Donc, il y a beaucoup de barrières qui n'existent pas, puis qui deviennent comme une normalité quand on est enfant, et quand on vit là-dedans, on trouve ça normal, il n'y a pas de souci. Euh, Puis un jour, ben c'est ça. Un jour, ça bascule. C'est mon incipit qui a basculé, mon histoire personnelle qui a basculé quand je me suis fait agresser, violer par mon frère, qui lui-même était mineur, moins de 15 ans. Là aussi, on retrouve ça dans les statistiques de plus en plus, hein, les agressions entre mineurs. On n'en parle pas assez, mais ça existe vraiment. Puis ça donne une complexité aussi. Bah, comme dans tous les cas d'inceste, hein, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de rien dire. Et puis même quand on va en parler, moi j'en ai parlé des années plus tard dans ma famille, c'est pas tout le monde qui m'a cru. Puis j'ai eu des remarques du type ah bah ça va, moi aussi j'ai joué à touche pipi avec mon frère. Ce qui n'est pas une normalité, mais c'est perçu comme tel. Donc dans mon cas, ça s'est passé sur quelques mois où ça arrivait tous les soirs. C'était pas, on parle pas d'un geste de pulsion, on parle d'une construction. C'est vraiment une agression qui se répète. Il me fait venir dans son lit, il me rejoint dans mon lit quand je dors. Il me dit que ça sert à rien que je parle parce que on ne croira pas. Euh, donc sa place effectivement. Et puis dans un cadre de famille où en plus l'aîné, le garçon, est vraiment très regardé, mais là aussi comme souvent, hein, mais avec des faisceaux différents dans la famille. Des fois, c'est se méfier du frère aîné, des fois, c'est lui qui est la, la 9e, 10e, 14e merveille du monde. Donc c'est sûr que dans mon cas, je le savais, ça ne servait à rien de parler. Il me l'avait dit, mais de toute façon, personne ne m'aurait cru. Donc Moi, dans... après, après c'est ça, il y a tout ce contexte-là. Puis il y a de la négligence aussi. On vit seul assez souvent entre enfants. Donc tout ça amène après à de la revictimisation. J'ai vécu d'autres agressions sexuelles par ailleurs, y compris par un inconnu dans la rue. Mm. Tout ça s'enchaîne après. Moi, c'est vrai ce qui m'a interpellée dans les détails de ton histoire, c'est la disposition de l'appartement que j'ai déjà entendu chez Ouais. une cliente qui a un vécu similaire. Euh, Est-ce que tu pourrais décrire la disposition de l'appartement et en quoi ça a favorisé, euh, si c'est le bon mot, cette, cette période d'inceste? Ouais, bah en fait, ça vient effectivement avec un moment où, pour des raisons tout à fait pragmatiques, puis il n'y a pas de mauvaise intention en arrière de ça, mais je me retrouve à partager la chambre de mon frère. Donc c'est sa chambre à lui qui va être coupée en deux. Lui, sa partie, donc ça donne comme une pièce partagée, mais en enfilade. La porte, c'est sa partie de la chambre. Je dois passer par sa partie pour accéder à mon lit, à mes affaires, à mon livre. Donc de là se met en place une espèce de jeu de son côté, puisqu'il c'est quelqu'un qui était quand même beaucoup par rapport à moi dans la domination, la soumission, l'humiliation. Donc c'est quelque chose qui revient en filigrane un peu tout le temps. Mais jusque-là, pas d'agression physique de ce type-là. Et donc à partir de là, effectivement, il y a une espèce de chantage. Si tu veux passer, il faut me donner telle affaire, il faut faire telle chose. Jusqu'à un moment où il a fallu que je vienne dans son lit.
une forme de contrôle qui se met en place, hein, Ouais. qui se matérialise physiquement, en fait, Oui, tout à fait, tout à fait. dans l'espace. Mm. Et ça s'arrête effectivement. Ça n'a lieu que dans cette chambre-là. Euh, Mes parents étant séparés, on vit dans des appartements en garde partagée, donc une semaine sur deux. Donc ça n'arrive que dans cette chambre-là, dans cette période clé qui est limitée dans le temps, effectivement, sur plusieurs mois. Après, je serais incapable de dire combien de fois c'est arrivé. C'est arrivé plusieurs fois, ça je le sais, mais combien de fois exactement, c'est là où la mémoire après Ouais. pose problème, parce qu'après, c'est quelque chose que j'ai enfoui, Mm. clairement. Mm. Pendant des années, je me souvenais, je le savais, quelle était la relation que j'avais, s'il n'y avait pas de fantasme sur l'idée d'avoir une bonne relation avec lui, mais ça, clairement, ça a disparu de ma mémoire jusqu'à à peu près mes 25 ans. Euh, alors que le reste de ce que j'ai vécu par ailleurs, ou d'autres agressions que j'ai vécues, celles-là, je les avais, mais elles étaient quand même dissociées. Il y avait toujours, les émotions étaient ailleurs. Je le savais théoriquement, puis ça me faisait rien. À la limite, je me disais, bon, ça me fait rien. Mm. Jusqu'à ce Mm. que ça remonte, et surtout quand la mémoire effectivement est remontée, la mémoire traumatique de ces agressions-là en particulier, ça a fait sortir les ressentis corporels et les émotions de tout ce que j'ai vécu euh, dans mon enfance. Et quand tu parles de négligence, du coup, vous étiez en garde partagée. Tous ces événements-là se déroulaient euh, chez quels parents? Alors ça s'est déroulé chez mon père. À l'époque, il y avait encore effectivement cette alternance-là. Puis peu de temps après, en fait, d'une semaine sur deux, on est passé un week-end sur deux. Puis après, on n'est plus du tout allé chez lui. Lui a refait sa vie en fait avec quelqu'un d'autre. Il a eu des enfants, puis il y avait des perturbations, manifestement beaucoup liées au comportement de mon frère, mais en tout cas, ça a fait que ça a fait qu'à un moment, c'était plus acceptable pour eux de nous avoir à la maison. Euh, donc à ce moment-là, on était complètement après chez ma mère, mais ma mère, elle, ça, était très absente. Même, elle travaillait parfois à l'extérieur, dans une autre ville carrément, donc ça s'arrivait plus tard, mais autour de mes 14 ans, je vivais seul des mois avec mon frère, et il fallait que je gère les courses, le ménage, Hmm, etc. Bah, lui m'aidait parfois. ah oui, d'accord. Donc vous étiez abandonné à vous-même en fait. On avait de l'argent et puis il fallait faire les courses. Mais ça aussi, tu vois, dans le climat, et je trouve que c'est ce que j'ai retrouvé dans d'autres lectures sur le climat incestuel, il y a le rapport à l'autonomie. Quand j'en ai parlé des années après, on m'a dit, vous étiez bien content en tant qu'adolescent d'avoir un appartement, et puis vous étiez super, on était très fiers, vous étiez très autonome. Euh, c'est un déplacement de la responsabilité dans le fond. Pas besoin d'être responsable parce qu'en fait, on rend nos enfants tellement autonomes et c'est formidable qu'ils soient comme des adultes sitôt. Hmm, hmm. Ouais. Il y a une citation qui dit quand on est le parent de son enfant, quand on est le parent de son parent enfant, et bien du coup, quand on devient soi-même adulte, en fait, on a besoin de revisiter toute son enfance et de Mhm. réparer les traumas de son enfance. Euh, ok, donc effectivement, beaucoup d'abandon, mais ce qui est intriguant du coup, c'est que ce soit déroulé chez le père qui était moins abandonné que la maman en fait, hein. Non? Ben, oui, ben, il était présent quand il nous avait chez lui. C'était quelqu'un qui travaillait beaucoup aussi, très très jeune. Quand mes parents étaient encore ensemble, mais j'étais vraiment très petite, c'est quelqu'un que je voyais pas beaucoup, qui travaillait énormément. Mais après, oui, lui, quand il s'occupait de nous, il s'occupait de nous. Quand j'étais malade, il m'emmenait chez le médecin dans les temps. C'était quelqu'un qui était quand même très attentionné. De l'autre côté, du côté de chez ma mère, il fallait que j'ai 40 degrés de fièvre et que je saigne abondamment pour qu'on m'emmène chez le médecin. On laissait traîner certaines affaires en indiquant. C'était souvent de ma faute d'ailleurs. C'est moi qui avais peur d'aller chez le médecin, donc on m'emmenait pas. C'était quand même assez particulier comme principe. Mm. Mais oui, mais je pense que c'est vraiment cette réunion-là dans cette chambre, alors que
C'est quelque chose qui a été imposé à mon frère à ce moment-là. Il n'a pas le choix de perdre sa chambre et de devoir la partager avec moi. Euh, et puis lui, il a jamais tant voulu partager des choses avec moi. Moi, on m'a raconté que quand je suis né, il était très fier d'avoir une sœur, très content. Il était petit. Mais dès que je suis sorti du berceau, dès que j'ai commencé à bouger, ça, il n'a pas du tout aimé. Il fallait pas que je m'approche de ses affaires. Il n'y avait rien à partager. C'était vraiment, vraiment, il y a une forme de violence dans ce qu'on m'a décrit. On le disait en souriant, en disant, ah bah ça, il aimait vraiment pas que tu touches à ses affaires. Il supportait pas. Mais c'était quand même des mots forts. Pas supporter, etc. Euh, Mm. et en parallèle de ça, bah, il y avait une relation quand même fusionnelle avec ma mère. Mm. C'était vraiment quelque chose de très très fort. Elle disait m'aimer aussi, mais en même temps, elle me raconte des années plus tard qu'elle a jamais voulu de moi, qu'elle faisait des régimes pendant sa grossesse parce qu'elle voulait pas grossir autant que ce qu'elle avait vécu avec mon frère, puis que c'était pas sa volonté à elle d'avoir un deuxième enfant. C'était quelque part pour faire plaisir à mon père qui lui voulait un deuxième enfant. Donc tout ça va ensemble, tout ça se construit ensemble, et donc cette relation fusionnelle, ben, je pense, puis là je vais pas faire de la psychologie de comptoir, c'est pas mon métier, mais euh, il, il- il y a quand même aussi ce lien-là avec la place du père dans le fond. S'il y a cette fusion-là, s'il y a ce rapport-là entre la mère et son fils, qui en plus se détache du père, ben ça va l'exclure. Donc quelque part, je pense que dans l'inceste, dans la fratrie, il y a plusieurs personnes qui le nomment, des sociologues, qui disent qu'il y a jamais un inceste fraternel sans qu'il y ait eu un autre épisode dans la famille avant. Mm. Et là, l'épisode, c'est la séparation de tes parents? Ben ça, je saurais pas dire exactement. Je pense que c'est sûr que c'est pas le même impact pour moi qui suis vraiment petite quand ça arrive versus pour mon frère. Moi, j'ai 4 ans. C'est comme Pour moi, ça a toujours été une normalité que mes parents soient séparés. Je pense que mon frère, qui avait 4 ans de plus que moi, euh, a 3 ans sur le papier, mais les écarts, les mois, début, fin d'année font qu'on a 4 ans presque d'écart. Pour lui, c'est une autre affaire. Les parents qui se séparent quand on approche des 9 ans, c'est autre chose. Et puis Il y a une violence. ça change la dynamique familiale, c'est-à-dire qu'il prend ce rôle de- d'homme assimilé, en tout cas quand vous êtes du côté de ta mère. Ben, elle était avec quelqu'un d'autre quand elle quitte mon père. Elle est avec quelqu'un d'autre, mais qui est beaucoup plus jeune. En fait, qui a autant d'écart entre elle et lui qu'entre mon frère et lui. Ah oui, Ouais. d'accord. Ils Ok, ont chacun 10 ans d'écart. Pile. d'accord. 10 Ok, ans de moins, 10 ans de plus. Ça aussi, c'est. En tout cas. ok. D'accord. Mais a priori, c'est ça. Ce qu'on ne sait pas, c'est avant. Dans les générations avant, j'ai quand même une grand-mère qui a un enfant très tôt. Son premier enfant avant ma mère. Elle l'a quand elle est à peine majeure. Je ne sais même pas si elle est majeure à ce moment-là. De ce qu'on m'en a dit. Moi, je le connais pas vraiment, cet homme-là. Enfin, je le connais pas. Je l'ai jamais vu. Euh, mais c'est ça. Elle est enceinte très tôt. Elle s'en occupe pas. Ce sont ses propres parents qui vont s'en occuper et elle va s'en aller. Et ce qui se raconte, mais là, ça aussi, c'est des on-dit, c'est que ça serait. Moi, ce qu'on m'avait dit, je sais même plus qui me l'a dit. Tu vois, c'est vraiment dans ce flou des choses qui sont dites, pas dites, que ce serait l'amant de sa mère qui aurait été le père de cet enfant-là. Et moi, ça m'a toujours sonné une cloche de est-ce qu'on me dit ça pour me dire que c'était mon grand-père? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Mais quand même, elle a cet enfant, elle l'abandonne, ce sont ses parents qui vont l'élever. Donc l'enfant est élevé par ses grands-parents et elle s'en va. Hmm. Elle quitte sa famille. Et pendant quelques années, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Puis après, on la retrouve dans une autre ville, puis elle va faire autre chose. Puis ma grand-mère, bon, elle m'a cru quand je lui en ai parlé. Elle a entendu qu'il y avait des histoires quand je commençais à couper les ponts avec ma mère, etc. Puis elle a voulu savoir, elle m'a demandé. Elle m'a dit, je veux savoir. Moi, j'étais en mode un peu protection, je ne sais pas si je peux te dire. Et puis elle me disait, si, je veux. Et elle, depuis que j'étais petite, elle avait un discours, méfie-toi des hommes, ne te marie jamais.
Et de fait, elle a 3 enfants dont les 3 sont officiellement père inconnu. Avec ce Mm. discours-là, c'est quand même, voilà. Donc quand je lui parle du viol, quand je lui parle des agressions, elle est vraiment, elle est désolée que ça m'est arrivé, mais elle croit au fait qu'il y a des problèmes dans cette famille-là, qu'il y a des problèmes de santé mentale chez tout le monde. Elle n'est pas surprise et elle est en colère. Mm. Ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve dans les livres qui parlent de l'inceste. C'était presque, on savait, on s'en doutait. Mhm. Ça surprend pas tant que ça. Bah c'est ça, c'est comme, ben, on a toujours su qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, mais personne ne fait rien. En même temps, personne ne sait vraiment quoi faire. Après, c'est sûr que aller consulter la santé mentale, hein, je veux dire, on en parle quand même beaucoup plus, puis ça reste encore tabou partout là. Faut pas se cacher. Il y a quand même une grosse évolution. On en parle plus. Les gens vont consulter. Moi, je le vois en parlant avec des gens plus jeunes qui en parlent beaucoup plus librement, y compris au travail, pour dire, bah là, mardi prochain, je dois aller consulter. Je vais consulter. Je vais décaler mon horaire. Donc, c'est moins tabou, mais pas partout encore. Mm. Donc, rendu à il y a 40, 50, 60 ans, bah, c'était les fous qui allaient consulter des psys. Mm. Mm. Mais après, psy, pas psy, parce que l'aide, c'est pas forcément juste. Enfin, oui, moi je suis convaincu que qu'il y a quand même on a des preuves scientifiques de beaucoup de choses par rapport au trauma aujourd'hui. Il y a Mm. beaucoup de choses qu'on sait traiter et puis on sait les expliquer. Mais après, l'aide, elle peut venir d'autres choses. Il y a des gens qui peuvent trouver une libération et une écoute à travers d'autres moyens avec des rapports à l'énergie, à plein de choses dans le fond. Peu importe, moi je prêche pas pour quelque chose en particulier, si ce n'est de parler, de trouver ce qui nous parle. Mm. Si c'est d'aller voir, je sais pas moi, une astrologue, ou ben, si c'est ça qui fonctionne et qui apporte une réponse et qui apporte l'écoute et qui fait sortir l'émotion, qui permet de reconstruire sa mémoire, la narration, bon ben c'est ça Mm. qu'on veut. Mm. Complètement. Et c'est ça qui est intéressant. Je trouve que toutes les victimes racontent la même histoire. Il y a une universalité dans les histoires. Ben, après, il y a des violences physiques qui peuvent être terribles. Moi, j'ai la chance, dans ma malchance, de pas avoir eu de torture, de physique, avec des conséquences aussi, des marques. Bon, il Mm. y a, j'aime pas dire qu'il y a des niveaux, mais bon, il y a quand même des histoires qui sont plus difficiles ou plus longues. Mais quelque part, quand il y a viol, et quand il y a perte de sécurité affective dans l'enfance, dans le cercle familial, les impacts sont les mêmes. Et même juste la négligence sans violence associée haute, qui est une violence, la négligence. Mais la négligence seule a des conséquences terribles parce que c'est ça, c'est la sécurité affective. C'est le fait de ne pas avoir de personne repère. Et je suis assez convaincu que s'en sortir passe par retrouver une sécurité affective et probablement avoir eu dans son enfance des moments où on a rencontré des personnes qui ont apporté quelque chose de l'ordre de la protection. Et je suis sûr que une personne pendant 5 minutes qui s'occupe d'un enfant qui lui apporte ça, c'est comme une graine qui va être déposée puis qui va apporter ce possible, l'idée d'un possible plus tard. Mm. Et c'est là où c'est injuste, c'est que des gens victimes qui vivent dans des milieux où c'est en permanence de l'agression qui reste enfermé là-dedans, ben là, ça va être vraiment compliqué. C'est pas vrai que tout le monde peut s'en sortir de façon égale. Ça prend beaucoup de conditions, et financières aussi, je veux dire, voilà. Mais la sécurité affective, se sortir du milieu de violence et sans retomber dans un autre, parce que encore faut-il réussir à pas être attiré à revivre ça et pour plein de raisons, hein, dans le trauma, quand on veut échapper à revivre cette émotion-là et avec les mécanismes de dissociation, bah, beaucoup de gens vont être attirés par des situations similaires. Euh, On a besoin de où, rejouer le même scénario pour trouver une issue différente, en fait, hein. bah, il y a ça, il y a aussi comme pour y échapper. C'est assez étonnant, hein, cette façon de. Puis c'est là où on retrouve aussi les addictions. C'est là qu'entre en jeu aussi tous ces mécanismes-là. Mais tu vois, moi, dans mon vécu, c'est sûr que dans les conséquences,
J'ai la panoplie complète d'états de dépression, d'automutilation, de tentatives de suicide, d'addiction, de recherche de partenaires toxiques, euh, jusqu'à un moment où, pour une raison que je ne connais pas, je me suis dit, je veux plus vivre ça. Je veux pas que ma vie, ça soit ça. Donc en fait, à partir de maintenant, ça s'arrête et plus personne ne me fera jamais de mal. Pourquoi? C'est un moment de trop. Il y a un moment où je me suis dit, c'est pas possible. Soit je meurs demain, soit on vit, mais on vit en disant stop et plus personne ne me fera de mal. Hmm. Justement, à quel moment s'est ouvert ce chemin vers la guérison? Quelles ont été les personnes sur le chemin, les éléments? Alors, tu décris ce phénomène de trop plein, de vase trop plein. Euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres déclencheurs? Ben, la sécurité affective. Quand je décide ça, après, j'ai une vingtaine d'années, je suis sorti avec un gars qui voulait m'épouser et me taper en même temps. C'était assez intéressant comme beau mélange. J'étais la femme de sa vie, il voulait me taper. Mhm. Bah, il a essayé en tout cas. Je lui ai retourné sa claque. C'est peut-être là, le déclencheur d'ailleurs. Mais à partir du moment où j'ai cette idée-là, qui me vient, où je me dis ça n'arrivera plus, je rencontre mon conjoint actuel, je pense 3 jours après. Et puis effectivement, moi je m'attends à rien, ça se passe bien, c'est un gars sympa. De toute façon, s'il fait quoi que ce soit de travers, il va dégager. C'est un peu ça l'idée. Et puis de toute façon, je sais très bien que je n'aimerai personne et que j'aurai jamais d'enfant. Pour moi, c'est très clair dans ma tête, hein. Il se passera rien d'autre, donc je vais en profiter, je fais ce que je veux. Mhm. Évidemment, c'est pas ce qui se passe, hein. Je vais évidemment tomber amoureuse et puis je suis toujours avec lui. Donc là, on parle de plus de 25 ans de vie commune et 2 enfants avec ça. Mhm. Mais c'est ça, en fait. Avec lui vient un nouveau cercle. À ce moment-là, je fréquente encore ma famille. Euh, mais c'est ça, je découvre autre chose. Je découvre, lui a une famille saine. Alors, dans sa famille, comme dans toutes les familles, il y a des choses diverses et variées. Évidemment, c'est pas le monde magique des bisounours non plus là, mais globalement, ses parents, etc. Sont des gens très sains. Je découvre quelque chose que je trouve assez étrange, hein. Un monde où il n'y a pas de trash, où il n'y a pas de où il y a des gens sains qui font attention aux autres, qui aiment leurs enfants, qui sont là, puis qui disent les aimer, puis qui ont des actes qui sont cohérents. Mhm. Je me fais d'autres amis aussi, qui eux aussi ont des rapports normaux. Je découvre la normalité en échangeant avec ces gens-là. Ah, c'est Mhm. pas normal d'avoir le droit de traîner dans la rue le soir jusqu'à 20 h, de passer tous ces mercredis quand on est enfant, après-midi, à se promener seul en vélo n'importe où, de regarder des films ou de lire des livres qu'on n'est pas censé lire à cet âge, tout ça, de remettre le curseur de la normalité, ça commence à faire bugger le système en moi en fait. D'être dans un rapport sain d'affection et d'amour, et ben ça fait bugger tout parce que ça marche pas. Pour moi, ça marche pas. Ma normalité n'a plus de sens. Mhm. Et donc c'est là que ça va se fissurer. Alors les premiers souvenirs que j'ai avec pour l'histoire de mon frère, ça intervient assez tôt quand même dans ma relation avec mon conjoint. Euh, Puis ça remonte, puis je sais pas trop quoi faire de ces informations-là non plus. Je sais même pas si je dois y croire au début. Mhm. C'est vraiment une espèce de flou en me disant bon, je sais que j'ai une mauvaise relation avec mon frère, mais là, j'ai un déni moi-même. Là, je peux pas croire à ça, sauf qu'après, ben c'est ça, ça revient, ça devient précis. C'est plus de l'ordre du rêve flou. Après, c'est des vraies images qui vont revenir. Donc c'est ça. Le système bug. En fait, le système n'a plus lieu d'être. Et puis je parle de système parce que c'est vraiment ce qu'on retrouve dans le trouble dissociatif de l'identité. C'est pas spectaculaire comme les déguisements qu'on voit dans le cinéma. Et d'ailleurs, les gens qui me fréquentaient jeunes ont trouvé ça fou après coup, de se dire, on n'a pas vu ça du tout. C'est fin quand même, Mhm. ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est spectaculaire pour soi, mais en vrai, ça, on ne sait pas, ça se voit pas. Donc ce système se met en place, ces coupures qui se mettent en place pour continuer à vivre avec ce qui est insupportable. Ben, c'est un Mhm. système de protection qui est là pour ne pas revivre ça, pour empêcher de se connaître sa propre histoire, pour pas en souffrir. Sauf que Mhm. là, ben, il n'a plus rien à protéger, au contraire. Euh, donc c'est là que ça bug, ça défaillit, et puis c'est là que remontent tous les problèmes physiques. Dans le fond, je me retrouve bloqué complètement, je peux plus avancer, j'ai le corps bloqué.
j'ai mal au dos, donc j'ai plusieurs étapes. Ça va sortir à ce moment-là. Je vais même confronter ma famille. Euh, Puis je pense avoir réglé à ce moment-là mon problème. Je vis quelque chose de difficile, je m'en sors, je nomme les choses, je confronte mon frère, ma mère. Euh, Mm. à ce moment-là, c'est vraiment eux, principalement, à qui je vais parler. Puis c'est fait. Donc après, je reprends ma vie, je coupe pas les ponts à ce moment-là, je consulte personne. Puis je pense sincèrement c'est bon, j'ai réglé l'affaire, c'est sorti, j'ai parlé. Mm. Puis c'est plus tard, quand je tombe enceinte de mon fils. Mm. Pas quand je tombe enceinte, c'est après l'avoir eu. Il y a des bugs encore à ce moment-là, j'ai encore des troubles somatiques, des choses que je comprends pas trop, mais en même temps, comme j'ai toujours vécu avec des problématiques de ce type-là, oui, bon, je suis anxieuse, ça s'arrête là. Mais c'est à peu près quand il a 1 ou 2 ans, là, ça devient de plus en plus insupportable en fait de voir ma famille. Puis c'est surtout en fait de ce lien entre moi, je suis en train de fonder une famille, je me pose ces questions, enfin je me les pose pas intellectuellement, mais en fait ça vient avec la notion de ma propre responsabilité par rapport à cet enfant. Mm. Et là où ça bug à nouveau, c'est que c'est insupportable pour moi de voir ces deux univers mélangés, de continuer à voir ma famille, à voir mon frère, à voir ma mère, à avoir des contacts avec eux, avec cette nouvelle norme-là. Je pense avoir pris le recul qu'il faut et ne pouvoir vivre avec ça, mais en fait ça marche pas. Et là, c'est là où d'un coup, tout remonte avec un mix professionnel. Ça vient avec un burn-out, mais bon, le burn-out, c'est souvent personnel qui remonte et qui vient rentrer là-dedans. Mais ça vient Mm. avec un détail d'un contrat sur lequel je dois travailler, et puis que je veux pas faire, mais qu'on me force à faire. Ça, c'est quand même intéressant. Mm. Donc, puis j'accepte de le faire en râlant, mais vraiment, je suis contrainte et forcée. Je suis pas à l'aise de faire ça. J'aime pas qu'on me force à le faire. Oui, je suis capable de le faire, mais c'est dur. C'est vraiment compliqué. Et en fait, je le fais. Et une fois que je finis ce contrat, je crois que j'arrive à le finir. J'ai même un doute maintenant. En tout cas, ça réexplose. Et là, j'ai vraiment euh, tout qui remonte complètement. Là, j'avais l'impression de vivre, je donnais souvent cet exemple-là, mais c'est ce qui se passait. J'avais l'impression que je vivais, que tout ce que je regardais était teinté d'une petite fenêtre YouTube avec les scènes que je revoyais en direct et que je revivais, quoi que je fasse. J'allais à la piscine, j'allais à la boulangerie, puis j'avais ça en permanence. Mm. Et là, je me dis, ok, là, c'est pas bon. Là. Mm. Et c'est intéressant cette histoire de burn-out. Et encore, ça fait écho à des vécus que j'ai pu entendre. C'est un conflit de valeurs en fait, hein. Ouais. C'est un conflit de valeurs qui se rajoute à un autre conflit de valeurs qui est j'élève mes enfants dans une parentalité saine et protectrice et je me réexpose en tant qu'enfant à une parentalité toxique, hein. Mm. Ouais, exact. C'est une ambivalence. Et puis l'ambivalence, c'est ce qui est en permanence dans mon vécu. Dans le fond, tout est ambivalent, dans les non-dits, Et donc là où ça heurte les valeurs, c'est que ben, ça, j'étais convaincu de ça, de dire non, ça, on me le fera plus. Mm. Mais en fait, c'est impossible parce que le passé est dans le présent. Oui, Dans oui. le trauma, c'est ça ce que les gens qui n'ont pas expérimenté ça, et tant mieux pour eux. Mais Mm. c'est peut-être ce qui est difficile à comprendre. C'est pas des souvenirs, c'est pas des images. Dans l'intrusion, en fait, de ça, c'est pas un mauvais souvenir qui remonte. Parce qu'un mauvais souvenir, ça fait pas mal. On peut être peiné, on peut avoir de la peine pour soi-même, mais un souvenir, c'est un souvenir. On n'a pas le sentiment. Mm. La force du trauma, c'est de le revivre comme si c'était au présent, avec une espèce de forme presque hallucinatoire, sauf que c'est pas une hallucination, ce sont des ressentis, des émotions qui n'ont pas été rangées et qui sont littéralement au présent. Ouais. Et- C'est une violence terrible. ouais, oui. Et alors, la première fois qu'on a échangé, moi, ce que j'ai trouvé très frappant chez toi, c'est que aujourd'hui, et tu me dis si c'est bien le cas, mais tu parviens à décrire tous ces événements du passé comme s'ils ne t'appartenaient plus. Euh, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place à ce moment-là qui t'a permis
arrivé à ça? Bon, bah, c'est vraiment pas toute seule, hein, que j'ai fait ça, mais c'est vraiment un accompagnement. Bon, je suis très analytique. Moi, j'ai besoin de comprendre, de lire, donc c'est sûr que, puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve. On en parlait tantôt, là, la quête de sens, euh, comprendre comment ça marche, c'est quoi ce qui m'arrive, etc. Mm. Quand tout explose, et que je me dis que je peux pas vivre comme, en fait, je suis pas fonctionnel, je peux vraiment pas vivre avec ça à ce moment-là. Euh, Mon conjoint m'avait parlé de quelqu'un qui avait eu un accident de voiture, puis qui avait rencontré une psychothérapeute qui faisait de l'EMDR Mm. et qui avait guéri de ça grâce à l'EMDR. Et puis moi, j'avais regardé un peu l'EMDR et puis je voyais que ça parlait aussi possiblement d'agression sexuelle, etc. Mm. Donc là, je me dis, bah, je vais rentrer en contact avec cette psy. Euh, Très rapidement, il a fallu avoir aussi en plus une psychiatre parce que on parle souvent de fenêtre de tolérance. Là, quand on est dans la fenêtre de tolérance, on a des up and down, mais on reste dans la fenêtre de tolérance. Moi, j'étais toujours en hyper ou en hypo, toujours en dehors de la fenêtre. Donc avec, on parle de dépression sévère, on parle d'anxiété, d'attaque, de crise d'angoisse, de panique. Tous les niveaux étaient là, du plus léger au plus fort. Donc il me fallait de l'aide, aussi de médicaments. Là, c'était vraiment pas possible. On pouvait pas désensibiliser quoi que ce soit en fait. Voilà. Donc il y a une association thérapeutique là qui se met en place, psychiatre, psychothérapeute, et même assez rapidement la psychothérapeute, elle travaillait, je sais plus avec quel hôpital, mais en tout cas avec d'autres, il y avait comme des réunions de psy pour parler de certains dossiers. Donc elle s'est même fait aider parce qu'à un moment on a fait de l'EMDR et en fait c'était pas bon. Le premier essai de MDR était trop violent, ça m'a fait encore plus dissocier, etc. Puis c'était un peu, on allait sur quelque chose un peu de l'ordre du trauma simple, alors qu'en fait c'était du trauma complexe. Probablement parce que moi je racontais pas tout au départ. Hein. Je me souviens pas trop des débuts de thérapie. J'étais en résistance, j'y allais, mais j'étais en résistance parce que j'avais un système de protection interne qui clairement était défaillant, ne fonctionnait plus, et à juste titre, mais en même temps, c'est difficile de reconstruire tout, de tout mettre à terre et d'intégrer, ça fonctionne pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à réintégrer toutes les parties de soi. Donc ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'exercices, en fait beaucoup de choses basées sur une forme d'auto-hypnose, utilisation de la méditation, de la pleine conscience, pour justement accueillir un peu les choses, avancer au fur et à mesure des événements traumatiques pour les réintégrer, Mm. avec le fait de devoir parfois retraiter le même micro-moment 5-6 fois selon les différents sens. Mm. Parce que parfois on pense avoir fait le tour, et puis là il se passe quelque chose dans le corps, on se dit ah non tiens il y a ça aussi, dans le bras qui se tend, le poing qui se tend, ah oui ça c'est le geste que j'aurais voulu faire pour résister, ah c'est le geste que je fais tout le temps quand je m'énerve, ok, ben, il faut le mener jusqu'au bout ce geste-là. Donc il y a toute la sphère, c'est assez difficile à représenter tellement c'est multisensoriel dans le fond. Je sais pas quel serait le meilleur média pour réussir à passer ça entre quelque chose de graphique, de film, de musique. C'est 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 vraiment 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 complexe. Donc c'est tout un chemin qui se fait de se réapproprier son histoire finalement et de réussir à désensibiliser ces sens-là, ces émotions, etc., pour pouvoir recréer la narration et la ranger. Mm. Puis quand ça arrive, il y a quelque chose de magique qui se crée, parce que, en fait, c'est fou un moment de quitter la dissociation. Euh, de voir que d'un coup, et puis ça, là aussi, ça vient par brèche, c'est un moment, ça dure 2 minutes. Et 2 minutes où ah, c'est comme calme, c'est ça ce que vivent les gens normalement, il n'y a pas du bruit dans la tête en permanence, c'est comme, ah oui, je peux regarder le ciel, il est bleu, puis il n'y a rien d'autre par rapport à ça. Ok, puis après ça repart, puis ça revient. C'est comme une vis sans fin. On tombe dans une espèce de puits sans fond en permanence. Il faut tout nettoyer, il faut remonter la pente, tout reconstruire, jusqu'à ce qu'effectivement on puisse regarder ça en se disant ça y est, c'est rangé. Mais c'est effectivement c'est sur des années. Je pense que entre le moment où tout explose et le moment où c'est vraiment rangé, et encore, moi je suis chanceuse parce que on parle de quoi, de 5 ans, 5-6 ans. Avec des up and down
dans la thérapie aussi. Mais avec en parallèle de ça, oui, beaucoup de lectures. Beaucoup, j'ai lu des livres qui étaient parfois pour des psys. Je pense Mhm. à des livres de Suzette Boone, de Von der Hart. Il y en a un j'ai le titre en anglais maintenant qui me vient, Cope with Dissociation, mais qui est Mhm. comme la Bible du trouble dissociatif de l'identité, je trouve, mais ça parle aussi des troubles non spécifiés. En tout cas, on retrouve la palette de comment ça fonctionne, à quoi c'est dû. Donc moi, il fallait toujours que je passe par comprendre, lire, et après, une fois que c'était comme une préparation. Je pense vraiment que c'était une préparation. Je lisais, je comprenais théoriquement tout le système, et ensuite, ça me permettait de raccrocher les morceaux avec ce que je ressentais et tu sais, ça, d'y mettre un sens. Et à Mhm. partir du moment où ça a du sens, ben là, j'arrive à accueillir l'émotion. Donc, je pense que Mhm. c'est propre vraiment. Je peux pas dire que c'est la recette qui marcherait pour tout le monde. Ça Mhm. dépend vraiment, je pense, de chacun, mais c'est ça. La Mhm. désensibilisation, c'est difficile, puis il y a des fois, c'est presque impossible. Il y a beaucoup de tentatives, et puis c'est décourageant. Mhm. Mais en tout cas, ton parcours, il donne de l'espoir, c'est-à-dire que à la fois on peut vivre des traumatismes dans l'enfance et réussir à retrouver un environnement sécure, un environnement affectif sécure, et par la thérapie, par la lecture, par la culture au sens large, euh, réussir à, à détacher les émotions qui sont attachées à ces événements du passé pour, euh, pour laisser complètement ces événements dans le passé. Ouais, c'est vraiment, c'est pour ça. Je continue à dire que c'est quand même beaucoup de chance parce que c'est les rencontres, on peut pas décider soi-même d'aller mieux vraiment. Mm. J'ai beau me souvenir de ce moment où j'ai dit on me fera plus de mal, j'ai décidé ça, mais c'est pas à ce moment-là que je coupe les points avec ma famille, par exemple. Donc, Mm. alors que il faut vraiment pas avoir peur de ça, Alors, c'est détacher des parents toxiques, mais se mm, détacher de sa famille, c'est un poids. C'est lourd, se détacher de sa mère, accepter l'idée qu'on a aimé des gens qui nous ont fait du mal. C'est vraiment compliqué, faire le deuil de gens qui sont vivants, d'une relation qu'on n'aura jamais. mm, Euh, le regard de la société aussi, dans les premières questions qu'on a dans une rencontre sociale, ça vient, tu fais quoi dans la vie? Ça, c'est la problématique de quand on travaille pas. Alors quand on est en arrêt de travail parce qu'on est en dépression sévère, parce qu'on est victime d'inceste, c'est que tu fais dans la vie. Moi, bah rien. Je me suis fait violer dans ma famille. Ça se nomme pas entre la poire et le fromage facilement, parce que les gens peuvent pas accueillir ça. Puis en même temps, on peut pas raconter ça à tout le monde non plus. Mais ça se raconte pas. C'est un problème qu'on puisse pas nommer ces choses-là. Ça commence à venir un peu plus, mais bon. Donc ça, ce poids-là, et puis après, ben, ça vient, t'as des frères et sœurs, tu viens d'où, ça aussi. Bon, moi j'ai appris rapidement à donner des mots-clés qui permettent de couper la conversation sans y aller trop frontalement. Ma famille, oui, oui, ben, je réponds factuellement, j'ai des frères et sœurs, c'est vrai, je n'ai pas trop de liens avec eux. Puis quand ça insiste un peu plus, je dis, tu sais, moi je viens d'une famille dysfonctionnelle, donc mes liens sont assez distendus. C'est un mot-clé qui arrête la conversation, les gens comprennent. Dysfonctionnel, ça appelle quelque chose en arrière. mm, Mais c'est ça, c'est quand même gênant aussi. Mais c'est aussi là ce pourquoi je prends la parole et j'exprime des choses aujourd'hui. J'en suis capable, je peux le faire. J'ai la réalité de ça, du vécu de ça. Euh, j'ai le temps que je peux mettre pour ça, en plus de mon activité professionnelle et de ma vie de famille. Je suis en mesure de le faire. J'ai envie de le faire parce que je trouve ça juste affreux. C'est une injustice. Terrible de pas avoir le droit de parler, de pas avoir le droit de dire un mot comme inceste parce que les gens tout de suite mm, figent parce que alors pour plein de raisons c'est lourd ce mot-là parce qu'on imagine le pire, parce que c'est présent partout et que c'est un tabou dans tellement de familles que c'est dur à accueillir comme mot. C'est mm. normal, mais le problème étant que si on n'en parle pas, il se passera rien quoi. Et On comment en tu parle plus, on en parle plus en ce moment, mais mais on n'agit pas encore assez. et comment tu te sens depuis que tu as coupé les ponts avec ta famille?
Bah, ça a été un vrai, c'était nécessaire parce que c'était une violence. Le moindre appel, la moindre parole, c'est me plonger dans des états pas possibles à l'époque. Mm. J'étais pas sûr de couper les ponts définitivement, et puis en fait, si ça va être pas mal ça, parce que non, je veux pas repartir là-dedans. Moi, je suis en paix avec ça. Après, ça génère d'autres choses. Quand on a des enfants, bah, il faut leur expliquer. Bah non, mamie, tu la verras pas beaucoup. Mamie, on n'a pas de lien avec elle. Mm. On peut pas dire tout à des petits. Moi, mon grand garçon, quand il était plus jeune, bah, c'est ça. Lui, il a vécu petit cette séparation-là. Il y avait un moment où je disais, ben quand tu seras plus grand, je pourrais te raconter, mais il y a des choses, voilà, j'ai vécu des choses difficiles, puis pour l'instant, tu es trop jeune, mais je te promets que je t'en parlerai, puis au fur et à mesure, dans l'âge, ben, capable de nommer un peu plus les choses, mais pour pouvoir raconter l'histoire complète, ça prend quand même d'être presque un jeune adulte, ce que j'ai pu faire là, il y a pas longtemps, justement. Mm. Mais à un moment où, par exemple, je lui disais, ben, si tes grands-parents t'écrivent, même ta grand-mère t'écrit, ben, tu lui réponds, et puis mon histoire, c'est pas la tienne. Et en Mm. même temps, quelque part, mon fils me l'a reproché plus tard en disant tu peux pas me demander d'aller voir des gens en me disant qu'ils t'ont fait du mal, puis moi je dois aller les voir, ça marche pas, quoi. Mm. Mm. C'était comme, ouais, alors après, il y avait ce besoin aussi de protection, même légale. À un moment, les Oui. grands-parents peuvent imposer l'obligation de voir leurs petits-enfants. La question s'est posée par rapport à ma mère, où en fait, ce qui a été mis en place, c'était de dire, ben, tu peux continuer à voir ton petit-fils, mais ça va passer par mon conjoint, puis tu viens plus chez moi. Ça, par contre, tu vas pas m'obliger à ça, quoi. Mm. Euh, donc ça, là aussi, j'ai un conjoint qui a accepté de jouer ce rôle-là. Mm. C'est pas évident. Ouais. Ouais, Puis tu sais, le soutien que j'ai eu dans la chance, des rencontres, de la stabilité, c'est d'avoir aussi, c'est pas juste des gens qui écoutent, c'est des gens qui sont actifs dans l'aide, plus qu'actifs. Là, mon conjoint, c'est comme prendre un rôle et accepter ces rencontres-là à ma place, en connaissance de cause. C'est quand même, mm. voilà, je ne peux que leur remercier fortement. C'est d'avoir accepté ça, et de considérer que c'est normal de jouer ce rôle-là et de soutien. Mm. C'est quand même pas évident, quoi. Mm. C'est sûr. C'est pour ça que je continue à dire que c'est beaucoup, beaucoup de chance aussi. Beaucoup de Est-ce, chance, des moyens financiers, des moyens, c'est ça. est-ce qu'il y a un soulagement de plus devoir t'imposer ces visites-là, ces rencontres-là? Mhm. Ah bah oui, oui, non, clairement, clairement. Et puis en même temps, aujourd'hui, je trouve ça normal. euh, et j'ai vraiment envie d'encourager des gens à oser. Mm. Mais encore une fois, il y a tellement d'enjeux. C'est Mm. difficile de le décider et de le faire. Mais bon, après on retrouve ces phrases-là aussi quand les gens vont dire ah ben là t'as beaucoup de force, beaucoup de courage. Mais en fait il y a juste pas le choix. Et Ouais. ça aussi je l'ai retrouvé dans d'autres témoignages, je l'ai retrouvé dans d'autres personnes qui parlent de ces sujets-là, de se dire non en fait Mm. Mm. quand on est dans de la survie, Ouais. quand c'est ça ou mourir, quand c'est ça ou ou se suicider, quand c'est ça ou vivre de l'angoisse permanente, etc. En fait Ça se décide pas, c'est le corps qui parle en fait. c'est ça, ça se fait parce que c'est ce qu'il faut faire. Et Mm. en fait, l'enjeu, c'est quand les gens peuvent pas le faire, ils vont vivre mal pareil, ils sont enfermés là-dedans, et puis là, c'est insupportable. Et Mm. c'est là que viennent la mutilation, l'automutilation, les suicides, etc. Je veux dire, c'est que Mm. il y a un moment l'impression qu'il n'y a pas d'issue, que Mm. c'est pas possible d'arrêter ça, que c'est pas possible d'en sortir, que c'est pas possible de couper ces liens-là. Euh, c'est ça qui est terrible, normaliser le fait que, bah si, quand tu as vécu des choses affreuses, il faut en tout cas essayer d'aller voir des gens ailleurs, Mm. encourager et donner en même temps les endroits, de nommer les endroits où c'est possible, de nommer, parce qu'après chacun va réagir à sa façon. Moi, je serais jamais allé dans un groupe de parole, je serais jamais allé dans un truc, dans une maison qui fait des rencontres avec d'autres personnes. Ça marchait pas pour moi, jamais. Je le savais que ça existait. J'ai jamais appelé une ligne anti-suicide, enfin de protection anti. Euh, mais ça m'aurait sûrement aidé.
mais qu'est-ce qui fait que moi, qu'est-ce qui me parlait moi, c'était des choses plus par la lecture, plus euh, de ressentir les choses par rapport à des choses plus artistiques. D'autres personnes ont vraiment besoin et vont aller spontanément dans ces groupes-là. Donc, faire connaître les solutions, toutes les solutions, pour voir à quel moment ça prend chez quelqu'un qui va se dire, ah tiens, ça me parle. Ça, Est-ce je que suis à tu l'aise. est-ce que tu avais lu que c'était possible de couper le lien avec ses parents? Non, Non, tu il n'y a l'avais. rien qui m'encourageait à le faire. Il n'y a rien qui m'encourageait du tout à le faire. C'est vraiment venu comme quelque chose qui sortait de moi et qui était, c'était plus possible. C'était vraiment de l'ordre au-delà de l'insupportable. Il fallait à ce moment-là, pour pouvoir continuer à avancer dans la thérapie, c'était trop comme des pics en fait. C'était l'impression de se prendre des coups de couteau. Je sais pas comment le dire. Vraiment, ça piquait le corps là d'avoir ces relations-là. C'était vraiment terrible à ce moment-là. Et, et Mathilde, du coup, aujourd'hui, tu es très renseignée sur ce sujet qui est l'inceste fraternel d'un point de vue systémique. Euh, que disent les statistiques? Ben, il y en a pas tant sur l'inceste fraternel. En fait, on est un gros tabou. C'est sûr que on a des choses qui sortent sur les statistiques par rapport aux violences entre mineurs. Euh, on a des articles là récemment qui sont sortis pour parler des violences avec des jeunes entre 13 et 15 ans. Puis là, ça me parle parce je suis vraiment dans ces chiffres-là. Euh, on a, on va dire qu'il y a beaucoup de violence entre frères et sœurs, par exemple, mais c'est pas, on n'a pas vraiment beaucoup de données. Je pense que ça serait vraiment nécessaire. Après, c'est sûr, c'est toujours sur des déclarations, hein, mais on le sait qu'on va avoir, par exemple au Québec, on le sait qu'on a 11% de femmes, 4% d'hommes qui ont été victimes d'agressions par un homme adulte dans leur enfance. Mais on n'a pas de données vraiment sur la violence en provenance d'un mineur. On sait dans tous les cas que c'est quand même majoritairement un garçon, un homme qui agresse une femme, une fille. Alors, Mm. c'est Oui, vrai aussi entre mineurs. oui. Maintenant, à l'inverse, quand c'est de l'inceste, par exemple, une mère qui agresse, là, on est dans le tabou du tabou du tabou, et c'est encore pire pour les gens pour réussir à en parler, parce que, ok, c'est des petites statistiques, mais ça arrive aussi. Puis là, les gens sont encore plus enfermés, parce que la mère, c'est pas possible. Bah si, c'est Mm. possible. La mère qui est toxique et qui agresse même, c'est possible. Mm. Euh, moi, c'est pas mon cas, mais c'est ça. Euh, Mm. donc, en France, on va dire, puis ça c'était vraiment les chiffres, les sondages Ipsos là menés par comment ça s'appelle Face à l'inceste, qu'un Mm. Français sur 10 est concerné, Mm. mais ça nous dit pas non plus là Bien qui est sûr. l'agresseur. Et puis ce qu'on reconnaît pas dans les incestes aussi, c'est qui pour moi est très proche quand même de l'inceste entre frères dans beaucoup de cas, c'est quand ça arrive entre cousins. Oui. Là, il y a des cas où dans les familles, les cousins ont des relations. Ok, ils vivent pas tous les jours ensemble forcément, mais il y a des relations qui sont aussi proches d'une proximité, les cousins germains qui vont beaucoup se retrouver. Mm. Cette violence-là, elle est encore différente. Alors c'est sûr que là, il y a d'autres enjeux. Hein. C'est pas interdit de se marier entre cousins. Mm. Donc c'est difficile de faire rentrer ça dans Mm. l'inceste si c'est Mm. autorisé quelque part. C'est autorisé, c'est interdit. Bon, mais parce qu'il y a des cousins qui sont plus éloignés, effectivement, c'est pas le même impact. C'est ce qui fait, j'imagine, l'autorisation du mariage possible entre Mm. cousins. Mais quelque part, cette violence-là, on la retrouve d'un frère vers une sœur, d'un cousin, Mm. ou à l'inverse, parfois encore une fois des jeunes filles qui vont agresser des plus jeunes garçons sous le sceau de je m'occupe de toi, je suis responsable. Ce qu'on retrouve de commun là-dedans, c'est le fait à un moment de donner une responsabilité, souvent un plus âgé vers un plus petit, et de pas faire la part des choses, de pas nommer le fait qu'il y a une limite à cette responsabilité-là. Mm. Mais là, on en revient au climat incestuel. Le climat incestuel va permettre, en tout cas, il va permettre parce qu'il va pas faire comprendre à un jeune garçon, puisqu'on est fortement dans des statistiques où on parle d'un jeune garçon, il va pas lui faire comprendre que ça ne se fait pas. Mm. Ça, Mm. ça n'est pas un interdit
du tout. Mm. Puis effectivement, quelles sont les conséquences une fois qu'il a agi? La société ne donne pas beaucoup Oui, c'est ça. d'éléments pour comprendre qu'il faut pas le faire et qu'il faut pas y aller, quoi. Donc, Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une confusion liée au climat incestuel de base, et puis des limites qui sont, bah, du coup, qui sont pas fixées par l'État lui-même, hein. C'est-à-dire il n'y a pas de condamnation si claire que ça de ce type de transgression. non, et puis en plus, qui peut aller porter plainte? Déjà, faire parler un enfant, c'est compliqué, quand il Mm, considère que tout ça est normal. Les parents accepter de regarder l'idée qu'un enfant ait agressé un autre, c'est compliqué aussi. mm, Il y a une part qui va minimiser ça aussi. Bah là, il a 14 ans, comment il peut t'avoir violé? Ah, bah c'est un égarement. Puis c'est souvent des agresseurs qui vont pas forcément agresser d'autres personnes derrière. mm, Donc on est mm, vraiment dans la parole de l'un contre l'autre, la parole d'un enfant contre un autre enfant, mm, la pureté, la naïveté de l'enfant. Alors quand on regarde un adolescent, il y a un côté moins naïf, mais quand on est dans le cadre d'une prépuberté, on parle d'agresseurs de 13 à 15 ans là dans les données. mm, mm, C'est jeune. On ne parle pas de l'idée. L'inceste vient souvent avec l'image du père, du beau-père, de l'oncle, du grand-père, d'une figure paternelle forte, euh, masculiniste presque, j'ai envie de dire. Il y a un côté l'homme fort avec des poils, pas le jeune garçon mignon de 14 ans, quoi, mm. Ouais, c'est qui ça. découvre sa sexualité dans la domination de sa petite sœur ou de sa cousine. C'est inconcevable, quelque part. Alors que ça arrive tellement souvent, ça devrait pas être inconcevable en fait. C'est là où il y a un problème. C'est là où, euh, oui, il faut qu'on ait des chiffres, il faut qu'on soit capable de regarder cette réalité en face parce que c'est ça. Les données sont vraiment beaucoup plus importantes que ça, quoi. Et quel conseil tu donnerais dans la configuration où il y a un parent protecteur dans l'équation, mais qui, bah, pour des raisons, par exemple, de garde alternée, statuée par un juge, peut-être des raisons d'emprise, euh, d'éloignement, euh, quel conseil tu donnerais à ce parent-là pour qu'il puisse accompagner un enfant ou son enfant qui vivrait cette situation, bah, du coup ses enfants qui sera à la fois Ouais. victime et agresseur. Ce qui est toujours très compliqué, puis c'est là où on peut penser beaucoup de choses des parents qui sont concernés, c'est que à quel moment le parent aussi se protège lui-même. On peut vouloir protéger, on peut vouloir cacher des choses, pas forcément volontairement. Bon, donc je me garderai en partant de juger n'importe quel parent par rapport à cette notion de responsabilité, de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, parce que effectivement c'est ce que tu dis, l'emprise. Il y a beaucoup de choses qui font que bon, mais ce qui est certain, c'est que si un parent constate quelque chose ou se pose moindrement une question concernant un rapport étrange d'un enfant sur un autre, bon déjà, ne pas donner une pleine responsabilité d'un enfant ou expliquer, là, tu vas garder ton petit frère, ta petite sœur, voilà ce que tu as le droit de faire. Bah, voilà, ça se dit, il faut nommer les choses. Dire les choses en partant, c'est aidant. Mmh. Mais moindrement le doute, ben, aller chercher de l'aide, aller. Alors, est-ce que c'est consulter un psy? Est-ce que c'est. Il y a quand même des associations, des endroits où on peut trouver de l'aide sans que ce soit coûteux financièrement, pour au moins essayer de voir, j'ai ce feeling-là, qu'est-ce que je Mmh. peux faire? Aidez-moi à comprendre cette situation-là. Mmh. Poser des questions à ces enfants. Oui. On retrouve beaucoup ça quand on parle de suicide. Il y a une espèce d'idée reçue, puis on le voit sur les sites de prévention de suicide, de dire les gens n'osent pas poser la question. On ne veut pas donner l'idée à quelqu'un qui va se suicider. On donnera jamais l'idée à quelqu'un de se suicider en lui posant la question. Si cette Mmh. personne-là, elle l'a, bah, je trouve que c'est un peu pareil. Je dirais un peu la même chose. As-tu été victime de quelque chose? Alors, dépendamment de l'âge de l'enfant. Est-ce que ton frère, ta sœur, t'a déjà fait du mal? Alors, on sait aussi que les enfants parfois veulent correspondre à ce qu'on leur dit. Il faut, si tu dis à un enfant est-ce que tu as mal au ventre, il peut te dire oui sans que ce soit voilà. Est-ce que tu as mal quelque part?
plutôt que est-ce que tu as mal au ventre. Je trouve que c'est un peu tourné un peu au même type de question, de se dire est-ce que quelqu'un t'as déjà fait du mal, est-ce que tu es à l'aise avec toutes les personnes, est-ce que alors il y a aussi des livres qui permettent de faire ça et on, on en voit là des choses qui sortent. Ça m'échappe juste le titre là. Il y a des livres faits par Andrea Vesco notamment pour parler aux enfants de ces sujets-là et puis avec des tranches d'âge. C'est si on en parlait, je pense que si on en parlait, je pense que c'est ça le titre. Je suis quasiment sûr. Euh, qui permet d'avoir ces échanges-là avec les enfants. Il y a Virginie Perret aussi, Chute, c'est un secret. Je ne l'ai pas encore lu, ça, je devrais le recevoir bientôt. Je suis très intéressé. Les deux là dont je parle, je les ai pas lus, je les attends. D'accord. J'habite à Montréal, j'ai pas les éléments français en direct. Il y a parfois un petit délai, ou parfois c'est des gens qui gentiment me l'envoient, ou en tout cas. Mais c'est ça. Il existe des outils, il existe des façons de parler aux enfants de ces sujets-là. Euh, donc poser des questions, moindrement aller consulter. Moi, quand j'entends dans ma famille qu'on me disait, on a toujours su qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Oui, et comment on peut dire ça sans se Savoir poser rien. la question de qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Alors ça peut paraître fou, on est dépassé, j'imagine. Je me mets dans la situation de d'avoir un doute de ce type-là, mais c'est sûr que c'est affreux, mais c'est un peu comme si on a peur d'aller chez le médecin, ben, ça va être pire si on fait rien. Mais bon, ça n'empêche qu'il y a des gens qui sont paralysés par la peur, donc c'est délicat toujours. Là encore, je pense que faire connaître ces sujets-là, se faire poser les questions, de se dire, ben regarde, ça arrive. Ben, peut-être que quelqu'un à un moment va se dire, ben mon grand, il a un peu des rapports de domination avec ses frères et sœurs. Peut-être que je devrais m'intéresser au sujet. Peut-être que c'est pas si grave que ça, mais est-ce que ça me tente d'attendre 20 ans pour entendre une histoire affreuse entre mes enfants? Ou est-ce que il y a des questions à poser? Donc faire savoir que ça existe et donner les outils aux gens pour qu'ils puissent se poser les questions et poser les bonnes questions. Parce que, encore une fois, si on n'en parle jamais, on ne sait pas quoi faire de ça. Mathilde, où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on me retrouve? Oui, si on veut s'intéresser au travail que tu mènes. Aujourd'hui sur Instagram. Mhm. Le compte agression textuelle, ça c'est vraiment les violences conjugales, intrafamiliales, une manière d'aborder ces sujets-là différemment. Et l'agression textuelle pop sur Internet, sur les réseaux sociaux de cette façon-là. C'est intrusif comme le sont ces violences dans l'intime. J'ai aussi mon compte Mathilde Vareit, où là, bah, je vais plus nommer ces sujets-là. J'écris sur ces sujets-là. Mon objectif, c'est vraiment de mettre ces mots-là dans l'espace public. Euh, c'est tout ce qu'on a dit là. Hein. Il faut que ces mots existent. Il faut qu'on puisse en parler de manière. Il faut un peu décharger. Je sais pas si c'est possible de décharger l'émotion du mot inceste. Hein. C'est quand même compliqué comme challenge, mais en tout cas faire en sorte que ça existe. Donc quand j'écris des articles que j'arrive à faire publier dans la presse québécoise, ben, ça me permet de placer ces mots-là. Et puis prochainement, j'espère bientôt, je suis en train d'écrire un livre sur le sujet aussi, donc qui va reprendre. Ça sera pas mon histoire, ça va être. On parle de quelque chose de romancé, mais qui va quand même être inspiré de beaucoup de choses, mais qui en tout cas va parler beaucoup justement du ressenti et de la sortie du trauma et de ces systèmes dissociatifs pour effectuer cette résonance. Pour que quand les gens concernés tombent sur ça, ça puisse leur faire la bouffée d'air frais que j'avais moi quand je disais d'autres gens qui parlaient la même langue que moi, de la même façon, qui permettaient de dire je suis pas seul, je suis pas folle, ça existe pour de vrai. Puis si en plus je peux glisser l'idée qu'on peut s'en sortir, bah, si ça fait ça à une personne, tout ce travail-là, bah, j'aurais gagné quelque chose. Puis c'est vraiment ça. En tout cas, ton parcours, il donne de l'espoir. Bravo pour tout le chemin parcouru. Et je pense que ça apporte beaucoup de sérénité de se dire qu'à un moment, on peut avoir le sentiment que le travail est fini et qu'on est libéré de ces images du passé, de ces émotions du passé et qu'on peut avancer plus sereinement dans la vie. Ça, c'est vraiment incroyable comme sensation. Je souhaite à tout le monde évidemment d'arriver à ça. Mm. Après,
il n'y a pas d'injonction à guérir. Mais il y a des moyens d'aller mieux. Quels que soient les états, et même si on n'arrive pas à cette intégration-là et à cette libération complète, il y a des étapes qui peuvent être franchies, puis c'est justement ça. Autant dans les actions à mener dans la société, il faut y aller étape par étape parce que on changera pas une société patriarcale du jour au lendemain. Mais on peut faire des choses pour aller mieux et pour aider les gens à aller mieux. Ça, j'en suis convaincue. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, pour ton partage et merci. Merci à toi de m'avoir permis de donner cette parole-là et puis d'avoir écouté mon témoignage. Merci beaucoup, Myriam. Avec plaisir. Je suis Myriam Bénis, coach parental et hypnothérapeute. J'aide les parents protecteurs à apaiser les émotions de leurs enfants après une séparation difficile. J'espère que cet épisode vous a plu, éclairé, inspiré à être une meilleure rôle modèle. Si vous souhaitez poursuivre votre engagement, vous pouvez rejoindre la communauté des parents protecteurs. Le lien est en description de l'épisode avec l'ensemble des références citées. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la façon d'être une meilleure rôle modèle, activez la cloche pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une heureuse et merveilleuse semaine.